Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 24 juin, il est 21h, vous regardez Média TV et Question Éco. Crise économique oblige, les transferts d'argent du Nord vers les pays du Sud de la Méditerranée vont baisser. Aussi naturellement, impactant ainsi les économies de pays et souvent des économies entières, car dans certains cas, ces transferts représentent le double de l'aide au développement pour ces pays. Que vaut la bibancarisation en période de crise globalisée ? La Banque mondiale estime qu'en raison de la pandémie, les sommes envoyées par les travailleurs migrants dans leur pays d'origine devraient chuter de plus de 20% cette année, soit une perte de près de 100 milliards de dollars. Cette baisse est la plus importante jamais enregistrée. L'occasion pour nous ce soir donc de parler bibancarisation, cet instrument de financement et d'inclusion financière vital en ces temps de crise profonde. Nous en parlons avec Maître Alain Gauvin, avocat conseil externe pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il sera avec nous en direct depuis Paris. En seconde partie de Question Éco, nous parlons de l'une des locomotives de notre croissance, la consommation. Nos habitudes de consommation se sont certes adaptées aux conditions du confinement, mais qu'en est-il de l'après ? Un cabinet spécialisé en études marketing a réalisé une enquête afin de comprendre le comportement des consommateurs ces 3 derniers mois et ainsi anticiper leurs tendances de consommation à l'avenir. Nous recevons ainsi le directeur général de ce cabinet, du cabinet Research and Quality Consulting, Karim Abdelmoumni. Merci de rester avec nous. Et avant de joindre notre premier invité, tout d'abord Zineb Messari qui revient dans ce papier que nous allons suivre sur les principales prévisions du rapport de la Banque mondiale sur les transferts d'argent de la diaspora africaine en 2020. Regardez. En 2020, la Banque mondiale prévoit une chute de plus de 23% des transferts d'argent vers l'Afrique. Le montant des envois pourrait chuter à 37 milliards de dollars. Selon l'institution, une chute de ces envois dus au coronavirus affecterait la capacité des familles à assumer ces dépenses, puisqu'une part accrue de leur budget sera consacrée à éviter les pénuries alimentaires et subvenir aux besoins immédiats du ménage. Pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires, l'argent de la diaspora constitue souvent une source de devises importante. Dans le cas du Sénégal, par exemple, qui compte officiellement entre 500 000 et 600 000 ressortissants vivant à l'étranger, l'argent de la diaspora représentait en 2018 9,1% du PIB, soit 2 fois le montant de l'aide publique au développement reçu par le pays pour cette même année. Et le Sénégal est loin d'être en tête des économies les plus dépendantes de cette manne. Les transferts envoyés par la diaspora représentaient pas moins de 19% du PIB des Comores. Selon les calculs de la Banque mondiale, les États africains ont besoin de 105 milliards d'euros pour faire face à la crise. Les promesses de dons extérieurs n'atteignent que 65 milliards d'euros pour l'instant. La crise du Covid-19 met le continent africain face à la pire récession depuis 25 ans. Et nous joignons par Skype depuis Paris Maître Alain Gauvin, avocat conseil externe auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Bonsoir Maître Gauvin. Bonsoir Madame. Alors, pour cette période de crise ou de post-crise, la diaspora africaine a-t-elle un rôle à jouer dans la relance économique des pays d'origine ? Sans doute, et le rôle qu'elle a à jouer, c'est le rôle qu'elle a toujours joué dans l'histoire depuis qu'elle existe, c'est-à-dire un rôle de financement du pays d'origine, depuis le pays d'accueil, depuis le pays dans lequel elle réside, où elle travaille et où, par la force de son travail, elle transfère des fonds de façon à subvenir aux besoins de la famille, mais également au développement économique du pays. Donc ce rôle a toujours existé, ça n'est pas un rôle nouveau. Il a été mis en exergue pendant le confinement, puisque pendant le confinement, la diaspora africaine a joué un rôle finalement des 2 côtés de la Méditerranée, au nord en travaillant et en exécutant des tâches souvent ingrates au service de l'intérêt général, et puis au sud, comme je le viens de le dire, par le transfert des fonds qu'elle opère, fruit de son travail.
Mais voilà, ces fonds, en tout cas la Banque mondiale prévoit que ces fonds vont fondre de 20% cette année. Comment on peut parler de relance grâce à ces diasporas si, justement, à cause de la crise économique qui frappe de plein fouet, et notamment les pays européens, comment peuvent-ils encore apporter, ou en tout cas leur rapport à cette relance économique dans leur pays d'origine? Bon, alors, moi, je ne suis pas là pour contester les prévisions de la Banque mondiale, on verra bien. En tout état de cause, un instrument qui permettrait justement de réduire ou d'amortir cette chute des transferts serait de favoriser la bibancarisation. La bibancarisation, si on la définit relativement simple, c'est la possibilité pour la diaspora, pour un immigré dans son pays de résidence, de bénéficier des services bancaires dans ce pays, dans le pays où il réside, et ce qui ne soulève aucune difficulté sur le plan juridique, mais aussi de bénéficier de services bancaires dans son pays d'origine. Donc, dans son pays d'accueil, il bénéficie de services bancaires, ce qui, encore une fois, ne soulève pas de difficulté. En revanche, ce qui soulève une difficulté, c'est la possibilité pour lui de bénéficier de services bancaires dans son pays d'origine, puisque ça nécessite que les banques du pays d'origine, donc les banques africaines, puissent commercialiser leurs services bancaires dans les pays d'accueil, en Europe par exemple, ce qui soulève un certain nombre de difficultés juridiques au regard de certaines lois qui sont pénalement sanctionnées. La France a adopté une position là-dessus qui est en cours de discussion auprès du Parlement, mais une loi a été adoptée en la matière. Très bien. Et pour le cas précis du Maroc, Maître Gauvin, notre diaspora, je le rappelle pour nos chers téléspectateurs, représente près de 5 millions de personnes, dont près de 85% qui résident de l'autre côté de la Méditerranée. Quel est le rôle des banques marocaines dans cette bibancarisation, et en ces temps de crise, bien sûr? Alors, le rôle des banques marocaines est majeur, non seulement entre l'Europe et le Maroc, mais également entre l'Europe et l'Afrique d'une façon générale, puisque on sait que depuis maintenant une dizaine d'années, les banques marocaines se sont développées et ont créé des filiales ou ont acquis des filiales dans de nombreux pays africains. Par conséquent, les banques marocaines, en fournissant leurs services bancaires dans les pays d'Europe où se trouvent les Marocains résidant à l'étranger, permettent justement d'accroître les transferts d'argent et si possible aussi d'en réduire les coûts, de telle sorte que la chute des transferts soit amortie. Ce rôle des banques marocaines est un rôle traditionnel, ce n'est pas un rôle nouveau. Les banques marocaines sont toujours plus proches des Marocains résidant à l'étranger et non seulement elles permettent aux Marocains résidant à l'étranger de se bancariser dans les pays d'accueil, dans les pays où cette diaspora marocaine se trouve, en Europe, mais aussi de leur fournir leurs services bancaires au Maroc et puis pour les autres diasporas africaines, dans leur pays d'origine, en Afrique. Très bien. Maître Alain Gauvin, si vous le permettez, nous allons prendre quelques questions de nos téléspectateurs, des internautes qui ont posé donc ces questions via les réseaux sociaux. Tout d'abord celle de Mustafa via Facebook qui se pose la question suivante. Le Maroc, comme beaucoup de pays africains, compte beaucoup sur le transfert d'argent effectué par ses ressortissants en Europe pour rafraîchir leur panier de devises. Comment peut-on couvrir ce déficit en devises ? Le déficit en devises, encore une fois, la seule façon que l'on a de le réduire, si on sollicite la diaspora marocaine, c'est précisément de favoriser les transferts d'argent. Et encore une fois, la façon dont on peut favoriser les transferts d'argent, c'est le thème de votre émission de ce soir, c'est-à-dire la bibancarisation, permettre aux banques marocaines de pouvoir commercialiser leurs services bancaires dans les pays européens. Je l'ai dit, en France, c'est possible. Une loi de 2014 le permet. Cette loi est en cours d'amendement aujourd'hui même. D'ailleurs, au sein de l'Assemblée nationale, un amendement a été discuté. Et puis, dans les autres pays de l'Union européenne, il faudrait que l'Union européenne harmonise les différentes législations nationales, puisque aujourd'hui, autant de pays au sein de l'Union, autant de législations et parfois même des législations qui n'accueillent pas bien les services bancaires des banques étrangères, qu'elles soient marocaines,
ou d'autres nationalités, en tout cas des banques ressortissantes des pays tiers à l'Union européenne. Mais est-ce que cela, cette question n'est pas des téléspectateurs, mais de moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, mais cela ne fait pas réellement partie des priorités de l'Union européenne, d'instaurer justement un cadre légal et juridique qui puisse permettre justement plus, ou l'accès à plus de bibancarisation pour les travailleurs migrants. On peut s'en étonner parce que maintenant, depuis une dizaine d'années, le FMI, le G8, le G20 ont insisté sur la nécessité de réduire les coûts de transfert et donc de favoriser la bibancarisation qui, par principe, devrait permettre une réduction des coûts de transfert. Et on peut s'étonner en effet de cette inertie de l'Union européenne qui serait bien inspirée de regarder ce qui se passe dans certains pays de l'Union. Je parle de la France, mais également de l'Espagne, de l'Italie ou de l'Allemagne. Ces 4 pays, chacun à sa façon, a adopté une législation permettant la commercialisation de services bancaires sur leur sol. C'est assez étonnant parce que les transferts de fonds et la bibancarisation ne présentent pas seulement des avantages pour les pays d'origine en Afrique, mais également pour les pays de l'Union européenne. Ils permettent d'insérer dans le circuit bancaire des flux, des transferts qui autrement pourraient emprunter des circuits parallèles et par conséquent, ils permettent de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On peut aussi considérer que ces transferts peuvent réduire en quelque sorte le poids de l'aide publique au développement sur le budget des États contributeurs. Donc on s'étonne de ce que l'Union européenne n'ait rien fait depuis une dizaine d'années sur ce sujet-là. Et enfin, deuxième partie de la question de ce même internaute, n'est-il pas temps de penser à d'autres mécanismes plus contrôlables pour garder un équilibre dans ces avoirs, dans les avoirs justement des transferts d'argent? D'autres mécanismes. Quel autre mécanisme que la bibancarisation? Quel autre mécanisme que celui qui permet d'assurer la traçabilité des flux, qui permet à une banque, depuis le donneur d'ordre jusqu'au bénéficiaire des fonds, de contrôler les transferts. Les banques sont l'élément clé de la sécurisation des transferts d'argent. Par conséquent, en tout cas, moi, je ne vois pas d'autres mécanismes qui permettraient d'assurer la sécurité des transferts tels que votre internaute le suggère. Merci beaucoup, Maître Alain Gauvin, d'avoir répondu à nos questions sur cette bibancarisation, sur cette question de bibancarisation, première thématique donc de cette émission ce soir. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Voilà, donc nous passons sans plus attendre à la seconde partie de Questions Écho. Et qu'on entame avec un résumé des résultats de l'enquête de Research and Quality Consulting sur le comportement des consommateurs au Maroc pendant cette crise Covid. C'est un sujet signé Zineb Messari. Le coronavirus a modifié les habitudes d'achat et le mode de vie des Marocains. C'est ce qu'indique une étude sur l'impact du Covid-19 sur le comportement des consommateurs. Depuis plus de 90 jours, les produits hygiéniques se sont hissés au sommet de la pyramide des achats, presque au coude à coude avec les denrées alimentaires. L'annonce du confinement a impacté sur la typologie des produits achetés. 50% des 907 consommateurs sondés en ligne disent avoir acheté et stocké de manière spécifique des produits d'entretien et de nettoyage pour la maison, tandis que 43% ont acheté des désinfectants et des gels antiseptiques ou antibactériens pour le lavage des mains afin de se protéger du virus. Les consommateurs n'ont pas tous réagi de la même façon suite à l'annonce de l'état d'urgence sanitaire et du confinement. 19% ont affirmé avoir acheté les mêmes produits que d'habitude, mais en quantité plus importante, tandis que 56% ont déclaré avoir acheté les mêmes produits et en quantité habituelle. Enfin, sur le plan de la consommation, 58% des consommateurs pensent acheter essentiellement du Made in Morocco et envisageraient de voyager exclusivement au Maroc durant les prochaines vacances. Une bonne nouvelle pour le tourisme national.
Et depuis Casablanca par Skype, Karim Abdelmoumni, directeur général de Research and Quality Consulting. Bonsoir Karim Abdelmoumni. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien, vous m'entendez alors. Bon, peut-être qu'il y a un petit souci avec l'image, mais c'est bien, si vous nous entendez, on peut déjà commencer à vous poser les questions en attendant qu'on règle ce petit souci technique. Alors, vous venez d'écouter le reportage que nous venons de suivre. Est-ce que vous avez d'autres éléments autres que ceux cités dans le reportage qui sont en tout cas révélateurs d'une tendance générale? Allô, vous m'entendez? Oui, absolument. Oui, je vous entends. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir permis de présenter les résultats de cette étude qui sont très instructifs. Et allô? Oui. Oui. Donc des résultats très instructifs. Alors parlez-nous justement de quelques-uns de ces résultats. Oui, alors excusez-moi, nous avons eu une coupure de courant dans le quartier au mauvais moment. Et ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on échange là-dessus déjà. C'est qu'on échange. Alors, ce qui est important, c'est que cette crise sanitaire a eu certainement un impact sur le consommateur au Maroc. Et donc, je tiens à préciser le terme consommateur au Maroc, puisque nous avons interrogé l'ensemble des consommateurs qui vivent sur le territoire marocain. Donc, à travers cette enquête, nous avons eu des réponses de la part de 907 consommateurs. C'est une enquête online que nous avons réalisée sur l'ensemble du territoire à travers des questionnaires online. Et ce qui ressort justement de cette étude, c'est qu'effectivement, cette période de crise a eu un impact notamment sur le revenu des ménages, des consommateurs, dans le sens où 69% des consommateurs ont connu une baisse considérable de leurs revenus. D'un autre côté, ce qu'il y a lieu de noter, et ce que vous avez dit au niveau de votre résumé, c'est que ça a eu un impact sur l'attitude des consommateurs. Et à ce titre-là, nous avons eu 42% des répondants qui affirment être suffisamment informés et confiants de la gestion de la pandémie au Maroc. Ce qui, il faut le dire, se reflète dans notre quotidien, et c'est quelque chose qui a même été salué au niveau international par plusieurs pays. Bien entendu, ça a été rendu possible grâce aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI et le fait que le Royaume du Maroc a pris très tôt les mesures nécessaires pour faire face à cette crise, notamment à travers l'instauration de comités de veille, notamment le comité de veille économique, etc. Très bien. Est-ce que, vous avez parlé de baisse des revenus, vous avez parlé d'attitude, mais quid du moral de ce consommateur au Maroc? Alors justement, le moral du consommateur a connu un impact négatif, puisque nous avons les 2/3 des consommateurs qui déclarent que leur moral a été impacté négativement. Oui. Et sur un autre volet, nous avons 53% des consommateurs qui ont accordé une note de 5 sur 10, voilà leur niveau de morale. C'est dire l'impact que cette crise a eu sur le moral des consommateurs et sur leur quotidien d'une manière générale. Très bien. Est-ce que le fait qu'on annonce le prolongement du confinement sanitaire a également impacté le comportement d'achat et de consommation? Alors, au moment de l'annonce du confinement, ce qu'il y a lieu de noter, oui, alors. Allô? Oui, on vous entend et on vous voit aussi d'ailleurs. D'accord. Le Skype remarche. Ok. D'accord, très bien. Donc, au moment de l'annonce du confinement, donc, il y a effectivement, comme vous l'avez souligné, 56% des consommateurs qui ont déclaré avoir acheté les mêmes produits en quantité habituelle.
D'une manière générale, les gens se sont comportés de manière normale. Il y a eu un stockage des produits. Ceci dit, il y a 50% qui ont stocké essentiellement des produits de nettoyage et de la maison. Et ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit au niveau de votre résumé, où au sommet de la pyramide, on retrouve les produits d'hygiène et de nettoyage de la maison. Donc les gens ont acheté essentiellement des produits pour se protéger, pour se nettoyer des bactéries et faire face à la pandémie. Très bien. Alors, je voudrais juste revenir sur l'un des résultats de l'étude Karim Abdelmoumni qui précise que les marques ont été appréciées par le consommateur ou les consommateurs lors de la période de la pandémie. De quelle marque parle-t-on ici? Alors, nous avons volontairement traité le sujet dans sa globalité. Nous n'avons pas voulu citer les marques. Mais ce sont des marques marocaines, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des marques consommées par les Marocains, pas nécessairement des marques marocaines, mais nous parlons de marques habituelles, c'est-à-dire les marques que les Marocains ou les consommateurs au Maroc achètent et auxquelles ils sont le plus exposés à travers les différents supports médias. Oui, puisque vous parlez de médias, justement, selon les résultats donc, de cette même étude, on sent qu'il y a une réconciliation avec l'information officielle. Pourquoi vous êtes-vous penché sur cet aspect en particulier, notamment de l'information? Alors, on est parti d'un point qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, le Covid fait la une de l'ensemble des journaux et l'ensemble des discussions, vu sa particularité. Et donc, du coup, il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé sur différents supports. Et donc, on a décidé de voir quels sont les médias ou les sources d'informations les plus sollicitées. Alors, ce qu'on trouve, c'est qu'au sommet, on retrouve les informations officielles communiquées par les sources gouvernementales, donc à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, ainsi que les autres départements ministériels. Et en second lieu, donc, il y a 65% des répondants qui se sont informés sur les chaînes de télévision nationales et internationales et seulement moins de 30% qui ont considéré les sources d'information sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est un point qui est très important dans la mesure où nous avons tous vécu une prolifération des fake news sur les différents réseaux sociaux que nous connaissons et les différentes messageries que nous utilisons. Très bien. Parlons à présent avenir. Quels sont les comportements que vous avez décelés que le consommateur marocain va adopter après cette crise de coronavirus et aussi ce concept de next normal, ce que vous citez en tout cas comme next normal, entre guillemets, dans votre étude? Voilà, alors nous avons effectivement parlé de Next Normal. Le Next Normal signifie la prochaine normalité si on fait la traduction littérale. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre du coronavirus? C'est que les gens, d'un point de vue comportemental, vont adopter une distanciation sociale et ils vont continuer à l'adopter. Donc là, on parle de 2/3 des répondants. Il y a 60% qui déclarent qu'ils éviteront de se saluer, de se faire des accolades et d'éviter tout contact physique pour se dire bonjour. L'autre point, c'est qu'au niveau de la consommation, 58% des consommateurs pensent acheter essentiellement du Made in Morocco et envisageraient de voyager au Maroc exclusivement durant les prochaines vacances. Et à souligner également qu'il existe une opportunité pour la digitalisation, puisque nous avons 26% des répondants qui opteraient pour l'achat online pour leurs produits les plus courants. Très bien. Karim Abdelmoumni, je voudrais à présent passer aux questions des internautes et celle-ci de Mustapha qui se pose la question suivante. Pour stimuler la demande, l'Allemagne a pris comme mesure la baisse du taux de la TVA. Est-il possible d'appliquer la même mesure au Maroc pour relancer la consommation? Alors, l'Allemagne et tous les pays ont pris en mesure un certain nombre de mesures, effectivement.
Après, tout dépend du contexte économique et tout dépend des agrégats macroéconomiques de chaque pays. Absolument. Et nous avons effectivement des experts qui travaillent au Maroc au niveau des différents départements ministériels, au niveau du CVE, etc. Et qui ont certainement des mesures de relance à apporter pour stimuler justement la croissance. Mais toujours est-il que, comme je l'ai souligné, il y a déjà une prédisposition des consommateurs marocains à privilégier la consommation des produits marocains et de passer leurs prochaines vacances au Maroc. Et ceci sans pour autant se poser la question si les frontières seront ouvertes ou non, mais ils privilégieraient de consommer du Made in Morocco. Du local, et je merci. pense que, voilà. Vous voulez peut-être finir votre pensée, votre idée avant qu'on termine, mais rapidement. Alors, je disais que ceci est une bonne nouvelle et quelles que soient les mesures qui seront prises par les autorités pour stimuler un peu la croissance, il est clair que ça passe par la consommation et les consommateurs en ont conscience. Très bien. Merci beaucoup Karim Abdelmoumni, directeur général de Research and Quality Consulting. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Questions Éco. Encore une fois, rappel, le hashtag Questions Éco, utilisez-le pour interagir avec nous et poser vos questions à nos invités que nous n'hésiterons pas à leur transmettre. Merci à tous de nous suivre. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain soir, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode de Questions Éco. D'ici là, prenez bien soin de vous.